On peut commencer, on attend peut-être une toute petite minute, quelques retardataires, parce que je vois qu'il y a encore pas mal, peu de monde arrivé. On va démarrer. Tout le monde est prêt? Bonjour à tous. Les nouveaux arrivants prendront un peu en cours, mais on va tout de même démarrer parce que le temps est un peu contraint. On vous propose donc une heure de webinaire sur l'hydrogène et plus spécifiquement sur le rétrofit des véhicules lourds. Nous sommes 4 intervenants, je les présenterai un petit peu après. Euh, euh, quelques règles de base que vous connaissez peut-être si vous avez déjà participé à plusieurs de nos webinaires, mais pour tous les soucis techniques, vous avez un bouton aide dans Autres qui peut vous dépanner un petit peu. Le replay, donc, puisque le webinaire est enregistré, vous sera envoyé, on vous fléchera le replay sur la chaîne YouTube du programme Eve. Le support de conférence vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire à tous les inscrits, sera envoyé à tous les inscrits. Alors ça, c'est très important, posez bien vos questions dans la rubrique Q&R et non pas dans le chat, pas dans la conversation. C'est vraiment ça, il faut vraiment s'y tenir parce qu'on ne pourra pas traiter les questions du chat, on ne traitera que les questions du questionnaire et réponses. Et puis, dans ces questions et ou dans ces réponses que vous pouvez apporter, évitez la publicité, ce n'est pas le lieu. Donc, vous avez probablement des très bonnes offres à nous faire, mais ce n'est pas le lieu de les faire. Alors, qui sommes-nous? Donc, qui va participer à ce webinaire, présenter ce webinaire? Donc moi-même, je suis chargé de mission transport à EcoCO2, donc qui organise avec l'ADEME toute la série de webinaires que vous connaissez bien et qui seront fléchés donc sur la chaîne YouTube. Il y aura aussi Armel de Bohan, donc de l'ADEME, qui prendra la parole tout à l'heure. Richard Lecoupeau, de ces consulting, Émilien Dubois d'Ernest Young sur les questions sur les questions d'hydrogène et de rétrofit. Ils se présenteront un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais voici les 4 personnes qui vont intervenir. Le plan est simple. Dans un premier temps, on va aborder les questions d'enjeu et les travaux qui sont en cours sur ces questions de rétrofit et d'hydrogène. Ensuite, un état des lieux avec spécifiquement où en est le déploiement, quelles sont les perspectives, quels sont les freins, les difficultés, les modalités et les modalités de financement. Et puis, comme chaque webinaire, ça se termine par un moment un peu interactif de questions-réponses. Voilà. Alors, ce qui est particulier dans ce webinaire, c'est que vous allez voir, il va être entrecoupé de petits sondages, trois temps de sondage. Et on vous en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais ça fait référence à une enquête plus complète qui vous sera proposée sur la question du rétrofit et de l'hydrogène. Mais là, en préambule, en préalable de cette enquête plus complète, on va vous poser quelques questions. Ne vous inquiétez pas, ce sont des questions très très simples, et puis répondez-y le plus honnêtement possible. Mais c'est pour avoir une photo un peu de votre appétence et de ce que vous connaissez ou ne connaissez pas sur les questions de rétrofit et d'hydrogène. Alors, je crois que normalement, là, je devrais avoir quelques questions qui apparaissent. Il faut que vous ouvriez votre barre de conversation. Donc, si vous ouvrez la barre de conversation, il y a des chances que les questions apparaissent directement sur votre écran. Si ce n'est pas le cas, dans la barre de conversation, vous avez un lien, vous cliquez dessus, et dans ce cas-là, les questions apparaîtront. Donc là, il s'agit de 3 petites questions, plutôt de prise de connaissance, de savoir qui vous êtes et comment vous vous positionnez par rapport à la question. Donc voilà, je vous laisse un petit peu le temps de répondre. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton envoyer en bas à gauche quand vous êtes à la 3e question.
Tout le monde a pu répondre? Oui, je vois qu'il y a quand même pas mal de réponses. On va attendre un tout petit peu. Ça monte pour l'instant, on est à 114 réponses sur les 171 participants. Nous sommes 371 inscrits et donc 171 participants à ce webinaire. Les autres pourront profiter du replay un petit peu après. Il nous laisse encore une petite minute et on passe à la suite. Ça monte, hein, le nombre de réponses monte. Alors, si vous n'avez pas les questions, est-ce que vous êtes bien sûr d'avoir ouvert la barre de conversation, toute la barre de droite? Une barre, en fait, c'est pas vraiment une barre, hein, c'est une verticale. Et vous devez avoir dedans un lien. Ah, le QR ne fonctionnerait pas pour tout le monde. Je vous propose qu'on passe à la suite. On a un grand nombre de réponses. Je vois le temps défiler. Alors, après ce petit sondage, donc on commence le contenu, du webinaire par Armel, qui va prendre la parole sur les enjeux et les travaux en cours pour l'ADEME. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, je travaille au service transport et mobilité à l'ADEME. Si on a choisi de vous présenter le sujet du rétrofit en se focalisant sur l'hydrogène, c'est d'abord parce que le rétrofit, c'est un enjeu d'économie circulaire qui est au cœur de nos missions. Et donc, pour le service transport, c'est une option de conversion du parc de véhicules routiers vers des énergies alternatives par rapport au gazole. Donc, au-delà de la décarbonation des flottes, on a bien un enjeu de sobriété matière qui est permis par le rétrofit hydrogène. C'est dans cette opération maintenant, à l'heure actuelle, grâce aux technologies existantes, on a, avec cette opération qui permet de prolonger la durée de vie des véhicules, on a vraiment accès désormais à des opportunités de convertir soit vers l'électrique batterie, soit vers l'hydrogène, soit vers le GNV également. Au sein de l'ADEME, notre rôle à nous, c'est vraiment de faire le point sur l'intérêt environnemental et énergétique de chacune des filières. Donc, ça fait quelques années qu'on étudie le sujet du rétrofit. Vous avez peut-être vu des études de notre part sur l'empreinte carbone de l'électrique batterie, du thermique. Mais de manière plus systématique, maintenant, on réfléchit en évaluation environnementale multicritères pour aller au-delà du carbone, pour intégrer les enjeux d'épuisement de ressources essentiellement. Donc, c'est vraiment maintenant qu'on a accès à toutes les technologies avec un stade de maturité différente, on fait au sein de l'ADEME, on a réalisé cette année et depuis 2 ans, on réalise une étude sur l'évaluation environnementale des véhicules routiers lourds. Et en fait, on a obtenu quelques résultats qu'on a présentés déjà dans le salon Evolution. Les résultats de l'étude d'évaluation environnementale qu'on mène avec CIDER, si je peux me permettre de vous demander de passer la slide, excusez-moi, les résultats de l'étude d'évaluation environnementale qu'on a réalisée avec le bureau d'études CIDER, on va les publier dans le courant de l'année, de manière un peu plus systématique. Mais ce que je voudrais, c'est sur la slide suivante et mettre en relief les premiers et les principaux bénéfices environnementaux qu'on voit pour le rétrofit. Et on a fait en fait ce que je vous ai proposé sur cette slide, c'est vraiment
les résultats qu'on obtient dans le cas d'un tracteur 44 tonnes pour des usages en long routier. On a un résultat, là, les résultats, ils sont présentés pour les filières électriques batteries et les 2 filières hydrogène, c'est-à-dire pile à combustible et thermique. Et Richard vous présentera un peu plus dans quelques instants, toutes ces technologies plus en détail, évidemment. Mais les constats qu'on fait, nous, qui sont connus, il n'y a pas de nouvelles, c'est que évidemment toutes les énergies alternatives elles permettent une réduction significative des émissions de gaz. Ça, je pense que j'apprends rien à personne dans cette assemblée. Ce qu'on voulait mettre en relief, c'était vraiment le bénéfice supplémentaire du rétrofit par rapport au neuf. Et là, on voit qu'on a un gain de 10% supplémentaire en termes d'émissions de GES. C'est essentiellement lié à l'économie du châssis, évidemment. Mais ce que je voudrais, c'est si on se focalise maintenant, si on va au-delà du CO2 et qu'on regarde l'indicateur d'épuisement des ressources minérales, ce qui est fait là sur la partie de droite, c'est là qu'on voit le plus le principal bénéfice du rétrofit par rapport au neuf. Et on voit clairement qu'on obtient un gain de 50% en moyenne sur les différentes filières. On a 50% à minima de gains sur la quantité de métaux critiques qui est nécessaire à la conversion. Donc ici, c'est l'indicateur prioritaire par rapport aux gestes. En plus des 10% qu'on apporte sur les gestes en termes de gains environnemental, on apporte aussi ce gain sur les ressources minérales. Donc, ce qui est important aussi avec cet indicateur d'épuisement des ressources minérales, là, si je fais la comparaison entre les différentes filières, on voit là la valeur ajoutée, j'allais dire, de la filière hydrogène par rapport à la filière électrique batterie, qu'on soit dans le neuf ou dans le rétrofit. On a au moins 20% de réduction supplémentaire sur cet indicateur d'épuisement des ressources minérales entre la filière hydrogène, et c'est encore plus visible si on va sur des technologies de type thermique hydrogène. Voilà. Donc, c'est bien avec ce résultat en tête sur la slide suivante qu'on a voulu mettre l'accent sur le rétrofit hydrogène dans le cadre de ce webinaire. Pourquoi ? Parce que pour nous, il est sûr, enfin, en tout cas, on est dans cette idée que la motorisation électrique, batterie, ne va pas suffire pour les missions les plus intensives sans avoir un surdimensionnement de la batterie. Et donc, ce qui va gréver, alors du point de vue du transport de marchandises, qui va gréver la charge utile. Ce qui va aussi avoir un impact si on veut avoir une recharge rapide sur le réseau électrique, puisqu'on va avoir besoin d'un avitaillement avec des recharges haute puissance. Donc, on est vraiment dans cette perspective qu'à l'heure actuelle, c'est indispensable de tester d'autres énergies, dont l'hydrogène qui est une solution intéressante a priori d'un point de vue environnemental, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et donc, c'est en cours de test. On a un premier réseau d'avitaillement qui est en cours de déploiement avec le dispositif d'écosystème qu'on a soutenu depuis 5 ans sur l'hydrogène, avec un premier parc de véhicules lourds à hydrogène en version pile à combustible, en tout cas dans l'intention. Il est déjà financé. Mais en fait, ce à quoi on est confronté dans le cadre de ce dispositif, c'est à une réelle contraction et une indisponibilité de l'offre dans le neuf. Et c'est là qu'intervient le rétrofit, puisqu'il y a des acteurs déjà de la chaîne du rétrofit qui se sont mobilisés pour déployer une première offre. Cette première offre, elle est en cours de test. Il y a des transporteurs qui l'ont déjà testé et les premiers retours sont assez positifs, mais la filière doit encore faire ses preuves et trouver son marché. Donc, on est bien, nous, dans cette logique où on veut soutenir, en tout cas, la structuration de la filière. Et si c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, notre intention, c'était vraiment on a lancé une étude avec la coalition, sur la slide suivante, s'il vous plaît, Bertrand. On a lancé une étude en partenariat avec la coalition Rétrofit Hydrogène, avec la Banque européenne d'investissement et avec l'appui de 3 bureaux d'études, Algoe, 2C et Ernst & Young, pour pouvoir vraiment faire le point sur le potentiel de déploiement de cette filière. Et c'est pour ça qu'on a voulu provoquer ce webinaire. C'est vraiment dans l'intention de vous interroger, de vous faire contribuer à la réalisation de cette étude, parce que l'enjeu, c'est pour nous
d'identifier l'appétence des acteurs du secteur du transport par rapport au rétrofit de manière générale et à l'hydrogène. Donc voilà, on est des expérimentations en tout cas sur l'hydrogène. Donc je vais tout de suite passer la parole à Richard Lecoupeau pour qu'il vous fasse le point un peu plus en détail sur cette technologie et sur l'offre. Merci Armelle, bonjour à toutes et à tous. Alors pour ma part, je vais vous parler un peu plus de la technologie en tant que telle et de qu'est-ce qu'est le rétrofit et quelles sont les conditions de succès de son déploiement. On a pensé qu'il était quand même utile de repositionner un petit peu le rétrofit, surtout que le rétrofit hydrogène est particulier puisqu'il y a 2 catégories de rétrofit. Et je vais commencer par ça. Donc sur le côté gauche, je vous expliquerai rapidement le rétrofit hydrogène à pile à combustible, qui est aujourd'hui le plus connu de tous. Puis sur le côté droit, je vous expliquerai le rétrofit hydrogène sur du moteur thermique hydrogène. J'ai mis un camion au milieu de l'image, mais ça peut être un camion, un autocar, un autobus, un camion spécifique, une benne à ordures. Tout véhicule lourd peut être rétrofité, ce n'est pas que des camions. C'était juste pour imager le propos. Donc si je me concentre sur la partie gauche, donc le rétrofit qui est à ce jour le plus connu, quand on fait un rétrofit à pile à combustible, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, on va retirer le moteur diesel d'origine, on va retirer la boîte de vitesse dans la plupart des cas, ce n'est pas une obligation. On va retirer le réservoir gasoil, bien sûr, parce qu'on n'en aura plus besoin, et un certain nombre de composants périphériques et accessoires du camion et une grande partie des faisceaux électriques. Et on va vous réinstaller à la place de tout ça, bien sûr, une pile à combustible, une batterie, puisque pour faire fonctionner un système avec pile à combustible, on a quand même besoin d'une batterie, alors qu'il est de capacité beaucoup plus petite que celle d'un camion purement électrique. On va s'approcher de la taille d'une batterie d'une voiture, pour vous donner à peu près une image. Bien sûr, un moteur électrique, un variateur et des réservoirs hydrogène, plus un petit peu des calculateurs, un peu de faisceau électrique et tout un tas de petits composants périphériques, mais qui ne sont pas les composants principaux. Ce qui veut dire que concrètement, votre camion, toute la partie propulsive du camion sera intégralement neuve après rétrofit. Donc ça, c'est si on fait du rétrofit à pile à combustible. Si on fait du rétrofit à moteur thermique, qu'est-ce qu'on va retirer concrètement? Alors, de manière certaine, le réservoir gasoil. Le moteur, lui, ne sera pas forcément retiré. C'est pour ça que je vous ai mis un point d'interrogation à côté, pour une raison toute simple. Certains rétrofiteurs proposent de modifier le moteur diesel d'origine du véhicule. D'autres proposent de le remplacer par un nouveau moteur qui sera un moteur d'origine directement thermique à hydrogène. Et donc, qu'est-ce qu'on vient installer à la place de ces composants qu'on retire? Soit un nouveau moteur hydrogène, comme je venais de vous le dire, soit simplement des composants pour permettre la transformation du moteur diesel d'origine en moteur thermique hydrogène, des réservoirs, bien sûr, d'hydrogène, et puis un petit peu d'électronique et de faisceaux, encore une fois. Voilà dans les grandes lignes ce qu'est un rétrofit. Petite précision, quand on fait un véhicule, quand on fait un rétrofit en pile à combustible, à la fin, in fine, vous avez un véhicule qui va s'approcher d'un véhicule électrique, puisque le système propulsif de votre véhicule sera un moteur électrique. Et juste que la génération d'électrique à bord du véhicule, ça ne provient pas d'une batterie, ça provient d'une pile à combustible qui transforme de l'hydrogène en électricité. Et si on fait du rétrofit moteur thermique hydrogène, donc la partie droite de mon schéma, là, dans ce cas-là, vous aurez un véhicule qui reste un véhicule thermique, mais dont le carburant est de l'hydrogène. Et globalement, dans le fonctionnement, ça va s'approcher, pour ceux qui connaissent, d'un véhicule gaz. Voilà, dans les grandes lignes, ce qu'est le rétrofit. Bertrand, si tu peux passer à la slide d'après. Après, je vous ai fait un petit focus sur l'offre marché actuelle en rétrofit à pile à combustible. Donc, il y a plusieurs acteurs qui sont sur ce marché-là. Ce sont tous des acteurs français. Donc, il y a globalement Helico, GCK, Safra et IBF-H2. Et je vous ai mis l'étendue de ce qui est disponible sur le marché, donc tout ce qui est en vert, et ce qui est en cours de développement, qui est en bleu. Donc, globalement, vous avez du 44 tonnes, il y a du porteur 26 tonnes, il y a de la benne à ordures, il y a de l'empirole, et puis il y a de l'autocar aussi. Alors, adossé sur l'Iveco Crossway et du Mercedes-Benz Inturo, ça dépend du fournisseur. Mais globalement, vous pouvez le voir, il y a une certaine offre. Alors, pour l'instant, elle peut paraître un peu limitée, mais c'est normal, ça reste un marché qui est relativement nouveau. Il y a des développements qui sont encore en cours, qui ne sont pas précisés ici. Et donc, l'offre ne va faire que s'étoffer au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des commandes, bien sûr, parce qu'il faut des commandes pour activer le marché. Alors, un point important quand même à préciser, pour pouvoir rétrofiter un véhicule de votre flotte, il faut impérativement, et ça c'est un prérequis réglementaire, parce que c'est la loi qui permet de faire le rétrofit qui le précise,
il faut que votre véhicule ait au moins 5 ans. C'est-à-dire qu'entre son moment d'immatriculation et le moment où vous aurez le droit de le rétrofiter, il faut que le véhicule ait au moins 5 ans. Et, point très intéressant, après rétrofit, et quelle que soit la catégorie critère d'origine du véhicule, après rétrofit, il devient critère vert, qui est la critère électrique. Donc, c'est-à-dire que c'est la meilleure classification possible que vous pouvez obtenir, et même si vous le faites sur la base d'un véhicule qui serait diesel Euro 3, qui doit être critère 3 ou 4, je ne sais plus, automatiquement, après rétrofit, il devient critère 1. Donc ça, c'était l'offre pour les piles à combustible, et dans la slide d'après, Bertrand, si on peut y passer, je vous parle de l'offre rétrofit en moteur H2. Alors là, on a un petit peu moins d'acteurs, mais il y en a quand même. Et ils ont deux approches différentes. Donc sur le côté gauche, j'ai RH2 qui, lui, propose des modifications du moteur diesel d'origine. C'est-à-dire que là, c'est l'approche où on garde votre moteur diesel d'origine, on ne fait que le modifier. Et j'ai l'approche à droite qui est où on change complètement le véhicule, le moteur, pardon. Je me presse parce que Bertrand passe les slides, c'est pour Non, c'est pas du tout pour ça. Pardon, c'est une erreur. Il n'y a pas de souci, on est dans les temps. Tout va bien. Si tu peux revenir en arrière, du coup. Parce que là, tu as encore un coup en arrière. Non, c'est pas le bon sens. Voilà, merci. Donc, je disais, l'autre approche, c'est côté EHM, qui, eux, sont vraiment sur un remplacement du moteur. C'est-à-dire que votre véhicule, quand il est rétrofité, on démonte le moteur diesel d'origine et on vient vous mettre à la place un moteur qui est neuf, qui est directement un moteur hydrogène. Donc, dans ce cas-là, on fait un remplacement. Donc, forcément, on remplace plus de composants, donc ça coûte un petit peu plus cher que de faire une modification du moteur. Point important, à ce jour, il n'y a aucune offre en rétrofit à moteur à combustion H2 qui est homologuée. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet intéressant et pertinent, et vous le verrez juste après, au moins sur la partie financière, c'est très intéressant. Il y a plusieurs projets qui sont en cours de développement, et je vous invite fortement à vous intéresser et vous rapprocher de ces sociétés-là pour prendre information, puisque si vous voulez pouvoir avoir dans quelques temps des rétrofits à moteur à combustion hydrogène, c'est le moment de se lancer sur les projets et de se rapprocher des rétrofiteurs. Voilà, si on peut passer à la slide d'après. Quelques points clés sur le succès du déploiement d'un rétrofit H2, qu'il soit pile à combustible ou moteur thermique, c'est la même chose. Le point numéro 1, c'est d'avoir l'avitaillement, parce que ça, c'est un vrai sujet. Malheureusement, la disponibilité des stations hydrogène en France est relativement limitée. On en a à peu près une soixantaine, ce qui est déjà une bonne chose, mais il faut que ça s'étoffe pour rendre l'application plus facile et plus viable. J'ai même envie de vous dire, assurez-vous de la disponibilité d'une, voire de 2 stations, puisque si un jour il y avait un problème avec une station, c'est bien d'en avoir une deuxième pas trop loin pour pouvoir continuer de faire fonctionner votre véhicule. Le deuxième point, c'est de sélectionner et ça c'est un impératif, un véhicule qui est bien né. C'est-à-dire que ne faites pas du rétrofit sur un véhicule où vous avez des problèmes, plein de problèmes sur le véhicule, autres que les pièces qui vont être changées. Parce que un rétrofit, on ne change que certaines pièces, et les autres pièces, et c'est le concept, c'est de garder tout ce qui est conservable sur le véhicule. Donc, si vous prenez un véhicule qui a des problèmes avec, je ne sais pas, en permanence, la climatisation, le tableau de bord, l'intérieur, le châssis ou les trains roulants, après rétrofit, ces problématiques existeront toujours. Donc, assurez-vous de prendre des véhicules qui sont bien nés sur ces parties-là. Prenez des véhicules qui sont disponibles en nombre dans votre parc et absolument identiques, puisque si vous faites un véhicule en rétrofit et que vous en êtes satisfait, vous serez très certainement tenté d'en faire d'autres. Si vous n'avez pas d'autres véhicules identiques dans votre parc, ça veut dire que vous vous relancez de nouveau sur un nouveau finalement véhicule et du temps à passer, et ce n'est pas très efficace. Le mieux, c'est de pouvoir faire des recopies de ce que vous avez déjà fait une première fois en sélectionnant un premier véhicule. L'autre chose, c'est, et ça c'est un petit peu la différence avec les constructeurs, aujourd'hui les rétrofiteurs n'ont pas la taille d'un constructeur, c'est normal, c'est un nouveau marché. Il est il est même nécessaire, je dirais, d'avoir une équipe capable de faire de la maintenance au moins de premier niveau en interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous sous-traitez à 100% votre maintenance et que vous n'avez pas de partenaire local pour maintenir ce véhicule rétrofité, ça peut poser des problématiques. Donc ça, il faut y penser dès le début du projet. Il faut trouver une solution. Soit c'est un partenaire local, soit le rétrofiteur va s'implanter localement. Et ça, c'est absolument parfait comme solution. Soit vous devez avoir la capacité d'intervenir au moins sur un premier niveau par vous-même en interne. Sinon, vous risquez d'avoir des temps de réponse, de diagnostic et de maintenance qui sont un peu longs et qui peuvent gêner l'exploitation. Et puis, la dernière chose, c'est d'être impliqué dans votre rétrofit parce que les rétrofiteurs sont tout aussi bons que les constructeurs, hein, techniquement parlant, il n'y a pas de débat là-dessus.
Le vrai point, c'est que là où un constructeur va vendre des milliers de véhicules, pour l'instant, le rétrofiteur va en vendre des dizaines ou des centaines, et forcément, le retour terrain est plus limité. Et donc, il est très important que chaque possesseur de véhicules rétrofités suive précisément le véhicule et fasse remonter toutes les informations qui lui paraissent pertinentes au rétrofiteur pour que le rétrofiteur puisse faire évoluer le véhicule vers un véhicule pour le perfectionner au fur et à mesure du temps et qu'il soit de mieux en mieux, comme le fait un constructeur, mais un constructeur, naturellement, par les volumes et par son réseau de maintenance, peut le faire beaucoup plus efficacement. Il faut quelque part un peu accompagner votre rétrofiteur et être vraiment dans une notion de partenariat. Ce n'est pas juste un fournisseur et vous travaillez comme d'habitude. C'est légèrement différent. Puis le dernier point, et là c'est plutôt économique, c'est plus la valeur d'origine du véhicule est élevée, plus le rétrofit va être rentable par rapport au fait de racheter un véhicule neuf. Si vous faites un rétrofit sur un véhicule qui a une très faible valeur neuve, ça peut être plus compliqué économiquement à positionner. Alors que si vous avez un véhicule avec un très fort capex du fait de ses équipements spécifiques ou des choses comme ça, le rétrofit est très pertinent économiquement dans ces cas-là. Puis le dernier point qui intéresse tout le monde quand même, c'est de quoi on parle en termes d'enjeux économiques. Globalement, aujourd'hui sur le marché, un rétrofitage de pile à combustible, il faut compter à peu près 400 000 euros. Ces prix sont amenés à baisser un petit peu puisqu'on est sur des volumes qui sont relativement limités pour l'instant et ils sont en cours d'augmentation. Il y a des volumes de commandes, donc maintenant les prix vont légèrement baisser, mais l'ordre de grandeur, c'est 400 000 euros. Et le rétrofit en moteur thermique H2, on va être sur une fourchette d'environ 150 à 200 000 euros. Alors, je dis bien que c'est une fourchette et que c'est une estimation parce qu'il n'y a pas de produit sur le marché. Vous ne pouvez pas en commander un tout de suite aujourd'hui. Et la fourchette de prix est liée au fait que à 150 000, vous êtes plutôt sur de la modification de votre moteur. À 200 000, vous êtes plutôt sur du remplacement de votre moteur, parce que forcément, on vous met un moteur intégralement neuf, ça coûte un peu plus cher. Donc, vous le voyez, le rétrofit à moteur H2 a un intérêt économique qui est assez fort. Voilà ce que je pouvais vous dire dans les grandes lignes. Pour ma part, je vais passer la main à Émilien sur la suite. Merci Richard. Et donc Émilien Dubois, donc d'EY, nous intervenons auprès de l'ADEME sur, je dirais, l'équilibre économique possible de la filière de rétrofit hydrogène. Et dans ce cadre, nous avons mené depuis quelques mois un certain nombre d'échanges avec les acteurs du marché pour identifier avec eux quelles étaient les principales problématiques auxquelles ils étaient confrontés, notamment, je dirais, en matière d'équilibre voilà, économique de leur activité. Donc, on a interrogé dans ce cadre des rétrofiteurs, des chargeurs, également des transporteurs. Et on va retrouver là dans les éléments que vous avez sous les yeux un certain nombre de choses qui ont pu être évoquées également par Richard. Je pense notamment à l'avitaillement, aux questions de maintenance. Donc avitaillement qui à l'heure actuelle est insuffisamment dense et ne permet pas un véritable essor encore d'une filière hydrogène. Là, le volet maintenance qui également, le réseau étant encore peu structuré, notamment sur l'hydrogène de manière générale, mais également sur le rétrofit, et peut être perçu par les acteurs intéressés par cette solution comme une problématique pour véritablement s'y engager. Et bien sûr, il y a des facteurs, donc, je dirais un peu exogènes à la filière, qui est le prix de l'hydrogène, qui donc est un facteur sur lequel on ne va pas forcément trouver et proposer de solution aujourd'hui, mais qui est je dirais, une vraie difficulté pour un essor global de filière du rétrofitage 2 et de l'hydrogène de manière générale. Maintenant, un certain nombre d'autres éléments ont pu nous être évoqués, donc la fiabilité donc, de cette technologie, ce qui rejoint un peu les questions de maintenance, avec un réseau encore insuffisamment développé, on a encore je dirais des problématiques d'immobilisation de véhicules qui peuvent être importantes en cas de panne, des sujets également liés aux investissements, des coûts d'investissement élevés qui, pour les solutions de rétrofit et qui, comme vous avez pu le voir dans la slide évoquée par Richard, qui reste bah, particulièrement important par rapport même au coût d'un véhicule neuf à motorisation diesel classique. Et ces investissements élevés nécessitent en général des amortissements plus longs à des véhicules H2 et avec des inconnus encore quant au marché secondaire possible de ce type de véhicule et notamment la valeur résiduelle qu'on pourrait obtenir à l'issue de ces périodes d'amortissement. Tu peux passer, Bertrand, à la slide suivante.
Au regard donc de ces différentes contraintes et difficultés auxquelles est exposée la filière, on a envisagé un certain nombre de pistes pour y remédier. En premier lieu, déjà, le volet standardisation. Le rétrofit à l'heure actuelle est confronté à une difficulté, c'est notamment tout le processus d'homologation qui est nécessaire pour la validation de ces solutions de rétrofit sur chaque véhicule. Ce qui fait donc qui engendre des coûts notamment d'investissement en R&D élevés pour obtenir donc ces certifications. Pour y remédier, une piste pourrait être donc d'avoir des solutions plus mutualisées, des kits de rétrofit qui puissent être développés sur plusieurs des véhicules de grande série, ce qui permettrait de réduire ces coûts de R&D. Ça rejoint également la deuxième piste, la massification de la demande, puisque les coûts de recherche et développement seront d'autant et de certification seront d'autant plus réduits que on arrive à obtenir un volume suffisamment conséquent de véhicules à rétrofiter. Et quand on parle de massification de la demande, c'est une massification modeste, puisqu'on envisage en tout cas que pour que le réduire de manière relativement significative les coûts qu'on observe actuellement sur le rétrofit, il faudrait avoir une masse entre 300 et 400 peut-être véhicules à rétrofiter par an, ce qui permettrait déjà d'avoir des économies d'échelle substantielles. Ensuite, dans les solutions envisageables, on a comme piste de packager une offre rétrofit. Et quand on parle de package d'offres rétrofit, on pense à des systèmes de location longue durée, notamment pour les transporteurs, avec toute la gamme de services que pourrait être la maintenance des véhicules tout au long de cette location. Pourquoi on a pensé à une piste de cet ordre? C'est pour eh bien, pallier aux problématiques notamment de maintenance de fiabilité en garantissant aux transporteurs qui seraient intéressés par les solutions de rétrofit eh bien, la disponibilité d'un véhicule sur la durée et pallier aux problématiques d'immobilisation, notamment par la fourniture d'un véhicule de remplacement dès lors qu'un véhicule devait rentrer dans une maintenance longue. Ensuite encore, une autre piste va être liée à trouver l'environnement le plus favorable. On rejoint également la piste 2 et la piste 1, c'est-à-dire qu'on pense que les solutions de rétrofit sont plus adaptés à certains segments spécifiques de marché à fort potentiel. Ça va être ceux pour lesquels, par exemple, on a des volumes importants sur un type de véhicule qui va permettre donc de rétrofiter ce véhicule par le biais d'une seule certification homologation de dispositif de rétrofit et ce qui permet de réduire donc les coûts de R&D et de design. De même, on pense qu'il y a des intérêts à ce que la filière se structure entre consortium de rétrofiteurs pour ne pas disperser trop l'offre et se concentrer sur certains véhicules spécifiques. Enfin, dans les pistes 5, on sort un peu des sujets je dirais, économiques purs et financiers avec les problématiques je dirais, de freins cognitifs, mais également liées à la volatilité importante de l'hydrogène et le sentiment qu'il peut y avoir sur ces technologies, des problématiques de fiabilité, d'assurance, que l'hydrogène est peu compétitif. Donc, c'est des freins cognitifs, mais qui sont aussi souvent bien réels. Là, dans cette piste, on imagine qu'il peut y avoir un effort important à mener pour eh bien, donner les clés de compréhension de cette technologie à l'ensemble des acteurs du marché.
Tout cela avec pour objectif de faciliter les expérimentations en rétrofit hydrogène pour valider la pertinence de l'hydrogène et permettre un amorçage de la filière rétrofit H2. Donc, dans la continuité de la slide précédente, une slide pour préciser 3 dispositifs de soutien incitatif pour les acteurs de la filière que peuvent être les transporteurs, les chargeurs et les rétrofiteurs. La première, le premier outil qui est de promouvoir une offre de rétrofit, elle s'adresse bien sûr aux rétrofiteurs au travers de trouver les cas d'usage les plus pertinents et de structurer l'offre de kits de rétrofit avec des contextes de location longue durée packagés avec les services associés. C'est également un outil, un incitatif envisagé pour trouver des solutions pour les transporteurs, notamment pour qu'ils aient des solutions qui soient les plus faciles à mettre en œuvre et qui lèvent les contraintes, je dirais, de maintenance, d'avitaillement et de fiabilité des dispositifs. Le deuxième outil soutien envisagé, passerait par le financement de véhicules des transporteurs au travers d'outils financiers qui permettent des financements peut-être plus longs et proposant également des garanties sur la valeur résiduelle du véhicule, des garanties sur sa fiabilité et également de permettre aux transporteurs qui seraient intéressés par ces technologies eh bien, de pouvoir obtenir un maximum d'aides possible en rendant compatibles les aides régionales, nationales et européennes en la matière. Enfin, une dernière incitation plus à destination des chargeurs et repose sur eh bien des prises en charge éventuelles des surcoûts carburants ou des compensations des pieds de facture qui pourraient être envisagées pour les mobiliser, les inciter à aller vers ces technologies. Tous ces outils soutien que l'on envisage à l'heure actuelle, ce sont des idées, des propositions que nous souhaitons tester avec vous. Et c'est pour ça que l'étape suivante que l'on souhaite vous soumettre, pas aujourd'hui, mais dans les prochaines semaines, c'est de vous faire parvenir un questionnaire en ligne qui reviendra plus en détail sur l'ensemble de ces propositions de soutien à une filière hydrogène, une filière de rétrofit hydrogène, et qui permettra de vous exprimer sur les réticences, appréhensions ou intérêts que vous pouvez avoir sur ces technologies, que vous soyez chargeur, transporteur ou rétrofiteur. Donc en fait, on a prévu un questionnaire un peu par typologie d'acteurs qui permet donc de recenser, je dirais, l'ensemble des contraintes ou des souhaits qu'ils pourraient avoir et des barrières qui seraient à lever pour aller vers ce type de technologie. Et c'est un questionnaire que nous vous adressera à l'horizon du début avril. Et Armelle, je te laisse peut-être la main pour la suite sur l'événement sur lequel vous présenterez peut-être ce questionnaire. Oui, enfin, notre intention, effectivement, c'était de mobiliser largement le secteur des transports. Et comme l'ADEME sera présente sur le salon du le SITL début avril, voilà, l'idée, c'était aussi de profiter de cette occasion-là pour inciter tous les acteurs qui viendraient nous rencontrer sur le stand de prendre connaissance du questionnaire et de le remplir. Mais de toute façon, voilà, tous les participants, tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire seront récipiendaires du questionnaire. Avec comme cible quand même 3 cibles, hein, tu l'as dit, je crois, Émilien,
rétrofiteurs, transporteurs et chargeurs, en tout cas donneurs d'ordre, que ce soit dans le secteur du transport de marchandises ou du transport de voyageurs. Voilà. Donc, je reprends la main et deuxième petit sondage, un petit peu plus conséquent que le premier. On rentre un peu plus dans le cœur du sujet. Donc, vous avez commencé presque à avoir l'habitude maintenant. Vous répondez donc une seule réponse par question. Vous passez à la suivante. Vous validez bien en bas à gauche à chaque fois. Si le sondage n'apparaît pas directement comme un pop-up sur votre fenêtre, il est dans la conversation, donc vous cliquez sur le lien. Et ensuite, vous pouvez voir un peu l'état des réponses une fois que tout le monde a répondu. On y va, on se donne... on est un tout petit peu en retard, mais pas tant que ça. On se donne 5 minutes et ça devrait aller assez vite. Ah, oui, je Oui, me pardon. permets de compléter, Vas-y. Bertrand. Non, allez-y, mais la cible était, comme vous l'aurez compris, beaucoup plus centrée sur ceux qui vont faire les opérations. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui nous ont rejoints dans ce webinaire qui étaient des facilitateurs, des acteurs du secteur institutionnel, académique, etc. Donc, vous êtes moins concernés, mais n'hésitez pas, évidemment, à donner votre avis. Voilà, on a le nombre de réponses qui augmente. On fera comme tout à l'heure. Quand on sera autour de 130, 140 réponses, on enchaînera. Je pense que des gens soit ne peuvent pas répondre, soit ne sont pas forcément directement concernés. Mais comme il y a pas mal de questions dans le chat, enfin pas dans le chat, justement dans l'onglet questions-réponses, ça vaudrait le coup quand même qu'on se garde un temps. Alors, comme je vois que le compteur est bloqué à 107 réponses, je pense qu'on est un peu... Ah, ça monte. Désolé. Bon, vous pouvez continuer à répondre, hein, mais on va peut-être passer à la suite quand même, parce que ça va être un peu juste. Juste rapidement, ce que je vois, c'est qu'a priori, il y a plutôt une volonté d'envisager cette solution. Donc ça, c'est pas mal, le rétrofit. Il semblerait un point qui est la garantie moteur, qui semble être un point, une question importante, et on s'orienterait plutôt sur du thermique, hein. C'est ce que je vois à peu près sur les réponses, même si ça n'a pas évolué depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sur la maintenance, et puis on est vraiment sur le thermique. OK.
Alors, on va passer à la suite. La suite, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire effectivement après chacun des webinaires. C'est un jeu de questions-réponses. Donc, vous avez posé vos questions, je les ai relevées rapidement en essayant quelquefois de regrouper certaines questions qui me semblent être un peu proches. On ne va pas pouvoir répondre systématiquement à toutes les questions qui ont été posées, ça, c'est pas possible, mais on va essayer de balayer un petit peu toutes les questions. Donc, le premier sujet, la première question qui apparaît assez fréquemment, c'est une question sur l'Europe. Alors, c'est soit l'Europe en termes de règlement, soit l'Europe en termes d'évolution, ou soit l'Europe en termes d'offres. Donc là, tous les trois, je vous laisse un peu voir qui peut répondre, peut-être sur l'aspect réglementaire, peut-être Armel, sur l'aspect technique, peut-être Emilien ou Richard, mais c'est comme vous le souhaitez. Alors, je vais prendre la parole si ça convient à tout le monde. J'ai quelques éléments. Alors, effectivement, au niveau européen, il y a d'autres acteurs. En Allemagne, vous avez la société KU, par exemple. J'ai fait une réponse là, sur ce point-là, qui propose du rétrofit en moteur thermique. Vous avez aussi la société e-Trucks, qui propose du rétrofit en pile à combustible, pour sa part. Pour information, je crois qu'il y a 4 bennes à ordures, ou 2, je ne sais plus, rétrofitées par e-Trucks, qui tournent à Dijon et exploitées par la société Cita depuis quelques années maintenant, sur des bases de camions DAF. Donc, effectivement, il y a de l'offre au niveau européen. Et dans les questions, il y avait, est-ce qu'il y a l'aspect réglementaire? Je vais juste faire un petit point là-dessus. En Italie, ils ont un équivalent de notre arrêté de 2020. Alors, pas tout à fait le même, mais il y a quelque chose d'un peu similaire. Et sachez qu'aujourd'hui, il y a un groupe de travail au niveau européen qui a été lancé il y a quelques mois dans le but de créer une réglementation harmonisée au niveau européen, justement pour faire du rétrofit. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des gros problèmes. Chaque pays, certains pays se sont équipés d'une réglementation qui lui permet au niveau national d'autoriser, avec plus ou moins d'avantages et de facilité, le rétrofit. Mais concrètement, un rétrofiteur français ne peut pas aller vendre exactement la même solution en Allemagne ou en Pologne ou en Belgique ou autre, parce que les cadres réglementaires ne sont pas strictement identiques. Et le fait d'avoir une réglementation européenne, ou au moins un accord entre les pays pour qu'on puisse utiliser la loi du pays d'à côté, permettrait une diffusion plus large des systèmes et ça permettrait un essor peut-être un peu plus rapide du marché, enfin des rétrofiteurs surtout, puisqu'aujourd'hui ils sont restreints à un pays, sauf à faire l'effort réglementaire d'aller homologuer pour un autre pays, ce qui coûte extrêmement cher et prend beaucoup de temps. Donc voilà les quelques éléments que je pouvais déjà donner. Oui, et tout à fait, la précision est tout à fait juste. e-Trucks, c'est du rétrofit sur des camions neufs. Alors ça reste du rétrofit au sens où il y a un camion neuf qui est pris, partiellement démonté et équipé avec de la pile à combustible. Mais effectivement, ils ne font que sur les camions neufs, à ma connaissance. Ils ont peut-être fait du rétrofit sur de l'occasion, mais c'est un point très juste. Merci. OK. Alors, on va essayer de balayer d'autres questions. On a une dernière question sur le sondage après à vous poser, donc il faut qu'on garde un petit peu de temps, mais ça va aller très très vite. Donc, on a une question aussi dans la conversation sur l'incompatibilité probable ou non avec les matières dangereuses. Est-ce que là, quelqu'un a une réponse? Est-ce que vous avez déjà apporté une réponse peut-être à la question? Je ne sais pas, je n'ai pas vu la réponse, moi, donc peut-être que si vous avez la réponse, on pourra la donner plus tard. Dans le chat, il y avait une réponse. Oui, dans le chat, il y avait une réponse je ne l'ai pas vu, pardon. Alors, moi, de manière certaine, je sais que le thermique hydrogène serait compatible, mais il y a quelqu'un qui a répondu aussi, Madame Valérie Baillet-Asquette, qui a répondu que les piles à combustible et le thermique hydrogène étaient validés. Moi, le problème de la pile à combustible, c'est la partie électrique. Dans l'ADR, on ne peut pas normalement utiliser de camion électrique, en tout cas dans la version 2024. J'avoue là-dessus qu'il faudrait que je vérifie sur la version 2024, mais 25, pardon, mais Madame, je suppose que Madame Bailly-Asquette a l'information. Mais oui, comme Monsieur Collin le précise, on est d'accord, il n'y a pas de véhicule électrique dans la réglementation ADR, donc a priori pas de pile à combustible non plus. D'accord, ok. Il y a une petite question aussi sur l'obtention ou non de la vignette critère. Quelle en est? Est-ce que Alors là-dessus, oui. Très important, Armel. Cette question-là, je voulais y répondre justement, je l'ai vu passer. Et, alors sur le thermique hydrogène, comme l'a expliqué Richard, on est sur des technologies qui sont au stade du prototype, de la pré-série, le cas échéant, on l'a vu avec constructeur MAN. Maintenant, on n'a pas dans les zones à faible émission qui sont concernées par les critères,
on est sur des usages en livraison urbaine, on n'a pas encore de retour d'expérience, on n'a pas encore d'évaluation qui nous permettent de confirmer que le thermique hydrogène sera bien faible émission, en tout cas au sens de la norme Euro 7 qui va arriver. Donc là-dessus, il y a eu des bons résultats. Nous, on a des très bons résultats sur les émissions de NOx qui sont faibles dans les projets de R&D qu'on a pu suivre ou dans les échanges qu'on a eus, mais il n'y a pas encore, c'est pas le cas sur tous les cas d'usage. Sur du long routier, c'est certifié. Sur du livraison urbaine, on n'est pas encore sûr. Donc c'est un sujet qui doit faire l'objet d'évaluation dans les mois à venir. D'accord. Je l'ai vu que Richard avait répondu aussi à la question pour Man. Il y avait aussi une autre question, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y répondre, sur un différentiel de consommation. Est-ce que vous connaissez les différentiels de consommation entre le thermique et la pile à combustion, consommation d'hydrogène, bien sûr? Si, alors j'ai essayé de faire une réponse. Pardon. Alors, elle n'est jamais facile à faire parce que ça dépend énormément de l'usage, mais dans les grandes lignes, ce que je disais, c'est que les systèmes à pile à combustible, c'est ce que j'expliquais au tout début de mon intervention, possèdent une batterie qui est de faible capacité, mais possèdent une batterie. Ce qui fait que de facto, ils ont la capacité de récupérer de l'énergie lors des freinages. Et donc, les systèmes à pile à combustible vont être plus efficients que les systèmes à moteur thermique à partir du moment où on est dans les cas d'usage urbain ou périurbain. Sur l'application autoroutière, donc du grand routier, le gain l'écart va être bien moindre puisqu'on a beaucoup moins de phases de freinage et donc la capacité à récupérer de l'énergie en décélération apportera beaucoup moins de gains. Et donc, concrètement, on peut évaluer qu'en urbain, périurbain, on va avoir un écart entre 10 et 20% de consommation. Sur l'autoroutier, l'écart va être beaucoup plus faible puisque c'est moins critique le fait de ne pas pouvoir récupérer de l'énergie. Donc ça, il faut faire très attention. Le cas d'usage va être très impactant, surtout que les systèmes à pile à combustible ont un capex beaucoup plus élevé, donc il faut quand même faire attention à bien les appliquer sur les bons cas d'usage, enfin du moins les bons cas d'usage d'un point de vue financier. Mais c'est une réponse qui est assez difficile à faire quand même, puisque c'est très dépendant du niveau de charge du camion, de tout un tas de choses. Mais dans l'ordre d'idée, c'est le cas d'usage, et après vous avez entre 10 et 20% de mégas plus. On a encore 2 petites minutes pour répondre à quelques autres petites questions. Une question aussi sur les délais de matériel. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est un peu récurrent sur le délai de matériel qui a été posé. Je ne sais plus qui l'a posé. Est-ce que vous avez là-dessus des informations Le délai pour rétrofiter ? Oui, j'imagine que c'est ça, oui. Aujourd'hui, les rétrofiteurs annoncent tous quelque chose compris entre 3 et 4 semaines. À partir du moment où c'est un rétrofit qu'ils ont déjà fait et qui est déjà homologué. Bien sûr, si on parle de quelque chose qui n'est pas encore homologué dans la gamme, prévoyez plutôt 12 à 18 mois. Mais si vous amenez un véhicule qui a déjà été fait, qui est déjà dans la gamme, en à peu près 3 semaines, 1 mois d'immobilisation, ils vont réussir à transformer le véhicule. C'est l'ordre de grandeur. C'était une question aussi sur les délais d'obtention des autorisations. Oui, vous y avez répondu là. C'est ce que vous avez. Voilà, s'il y a développement, homologation et tout, c'est 12 à 18 mois de projet. Par contre, s'il y a juste rétrofit, c'est-à-dire qu'en gros, le rétrofiteur l'a déjà fait, l'a déjà vendu à d'autres clients, et vous n'êtes qu'un nouveau client sur lequel il applique le kit, là, c'est en 1 mois, tout est réglé. Votre véhicule ressort de chez le rétrofiteur et vous pouvez l'exploiter tout de suite. Okay. On prend encore une dernière question et après on passe à la petite question, la dernière question du sondage. Il y a M. Bresson qui a posé pas mal de questions. On va peut-être prendre au moins la première sur les incitations fiscales. Est-ce que vous avez, vous, là-dessus, une information où on peut répondre après, hein, c'est pas, si vous ne l'avez pas, mais est-ce qu'il y aurait des incitations fiscales autres que le suramortissement sur les véhicules les automoteurs ou les remorques? Est-ce que vous avez une information là-dessus? Bon, on peut répondre plus tard. Hein. Non, en fait, ça fait partie des sujets aussi de réflexion. Émilien, dans l'étude, c'est ce que j'allais dire, c'est que à l'heure actuelle, il n'y en a pas. L'idée, c'est de voir justement quelles sont les incitations potentielles qu'on pourrait mettre en place pour mener à l'essor de cette filière de rétrofit. C'est plutôt l'inverse, c'est quelles incitations fiscales on pourrait mettre en œuvre plutôt que de savoir celles qui existent actuellement. Okay. Voilà, exactement. On est pile poil dans les temps, 14h55, c'est parfait. Donc, on a une dernière petite question à vous poser concernant ce sondage. Là, c'est vraiment, je crois qu'il n'y en a qu'une. Je crois que c'est qu'une seule et unique question.
Donc, en fait, on vous demande si vous envisageriez, après ce webinaire, ou peut-être même vous l'envisagiez déjà avant, de participer à du rétrofit. Donc, voilà. Donc, vous avez 4 petites possibilités. Il faut plus d'informations, on va refaire un webinaire. Alors. Voilà, non, mais c'est... Ouais, c'est important de façon, savoir. dans le chat, on a assez de questions pour refaire largement un webinaire, il n'y a pas de doute. Si on apporte des réponses plus précises, et encore plus précises que celles que vous avez apportées, on peut faire un chat d'1 heure encore, il n'y a pas de souci. J'attends encore un tout petit peu, on attend juste une petite centaine de réponses, et puis après, on va conclure. Il y a une question qui est arrivée dans la conversation, auquel vous pouvez peut-être répondre assez rapidement, c'est si un accident de la route implique un camion H2, il faut un périmètre de sécurité de 30 mètres. Alors, est-ce que c'est une question? Ah non, c'est une information. Pardon, c'est pas une question, c'est une information. Donc, il y a une nécessité d'un périmètre de 30 mètres autour de l'accident. De manière générale, la sécurité avec l'hydrogène, c'est quelque chose qui est de toute façon extrêmement pris au sérieux et qui fait l'objet d'un gros travail de réglementation. Il y a peut-être, pour opérationnaliser ça, il y a peut-être un travail à faire avec l'IRS, que je ne me trompe pas, l'INSR, ou je ne sais jamais dans quel sens c'est, l'institut qui s'occupe de tout ce qui a trait à la protection des travailleurs, de la santé au travail, pour opérationnaliser un petit peu les mesures qui ont été prises en termes de réglementation et faire en sorte que dans les actions du quotidien des travailleurs qui s'occupent dans le secteur des transports, des gens qui s'occupent de la gestion des accidents, ça soit bien pris et intégré. Bon, voilà, je crois qu'on peut arrêter. On a 85 réponses, donc je pense qu'on ira difficilement plus loin. On va conclure. Donc, je vous l'ai dit, mais vous recevrez un lien pour le replay de ce webinaire, donc qui vous fléchera la chaîne YouTube du programme, Eve. Dans cette chaîne YouTube, vous trouverez d'autres webinaires sur l'hydrogène. Si vous avez besoin d'une information plus en amont encore sur l'hydrogène, vous trouverez des webinaires. On en a animé, je crois que c'est le 3e sur l'hydrogène, me semble-t-il, mais qui reprennent vraiment, là, depuis le début, la technique de l'hydrogène. Donc, vous devez pouvoir avoir à peu près toutes les réponses. Merci à vous tous. Merci aux intervenants. Merci à tous d'avoir participé. Et à très bientôt. Et bonne fin de journée à vous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.